Donc je reprends. Donc on va s'intéresser aux Outre-mer. Là, évidemment, c'est une question particulière. On a 11 territoires d'Outre-mer avec à chaque fois des ports. Pour la petite histoire, à l'ISEMA, on fait des notes de synthèse sur ces Outre-mer et on vient d'en faire une sur la Guyane. Après avoir couvert la Réunion, les Antilles et la Polynésie. Et Saint-Pierre-et-Miquelon. Parenthèse fermée pour l'ISEMA. L'intérêt, donc, c'est 11 territoires, tous des ports, des économies insulaires, une très forte connectivité avec la France, en général un peu plus faible avec les bassins régionaux, des marchés spécifiques autour du tourisme. On va le voir notamment dans les Antilles avec l'aspect particulier de la grande plaisance. Aussi des besoins en toutes sortes, une modernisation portuaire, éventuellement une modernisation maritime. Donc on va faire le tour. Vous êtes présenté derrière, donc alors je vais tout de suite excuser parce que j'ai pas de port aujourd'hui, on a décidé de me les supprimer, donc je vais excuser Jean-Pierre Chalut du GPM de la Guadeloupe qui aura l'occasion dans d'autres conférences de présenter un petit peu les ambitions de la Guadeloupe. Et pour l'avoir entendu aux 120 ans du pilotage il y a quelques jours, on sait qu'il y a des choses intéressantes effectivement au terme de modernisation et de transformation portuaire. Donc on laisse tomber le volet portuaire, on va s'intéresser au volet maritime, et ça va être la particularité puisqu'on va avoir aujourd'hui 2 armateurs et la commission de transport avec TLF Overseas. Guillaume Vidil, vous êtes directeur général de Marfret, armateur historique français, d'une taille modeste mais dynamique. C'est quoi les Outre-mer à l'échelle justement de Marfret, armateur? Vous l'avez dit souvent, Small Global Carrier, qui était un vieux slogan d'il y a quelques années. Oui, tout à fait. Nous, Marfret, on est natif de la Méditerranée. Et voilà, la Méditerranée est un bassin qui n'est pas aussi agité que le golfe de Gascogne, dont on parlait tout à l'heure, mais dans lequel on a quand même une forte intensité de concurrentielle. Et Marfret a toujours eu une présence sur des axes nord-sud. Et dans les années 80, on a démarré nos activités conteneurisées sur les Antilles. Donc Marfret la naissance de Marfret est hautement liée à l'outre-mer. Et un peu plus tard, on a en 95 démarré nos activités sur la Polynésie française et Nouméa. Et donc on a une forte stabilité dans nos itinéraires sur ces destinations qu'on dessert depuis 45 ans et une trentaine d'années pour la Polynésie. Donc un attachement très fort. On a notamment 12 collaborateurs en Guadeloupe, une dizaine en Martinique, une implantation à Saint-Martin et en Guyane. Donc bon, c'est comme tu le disais, des destinations insulaires qui ont un niveau de dépendance avec la métropole qui est élevé, mais Marfret a à cœur de développer des liaisons régionales, et c'est pour ça que en 2000 on a démarré notre activité Ferrimar qui relie la Marthe de façon hebdomadaire, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth, et qui permet la création d'un pont maritime entre ces territoires, et voilà, dont on est très fier et sur lesquels on est aussi manutentionnaire avec des structures en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et aussi ici en métropole à Rouen, qui est quelque part notre base arrière pour l'approvisionnement de ces territoires. Une question périphérique, mais le lien avec les chargeurs métropolitains ou des territoires, c'est important dans l'ADN de Marfret, d'abord dans l'histoire au début, hein, parce que je la connais un peu sur comment vous avez commencé sur les Antilles, mais c'est important ce lien aussi avec les chargeurs pour se positionner à côté notamment de CMA-CGM qui est le grand partenaire. Alors c'est vrai que les clients de Marfret sont les transitaires et les commissionnaires de transport. Donc Marfret, on ne travaille pas en direct avec les chargeurs, à part pour les marchandises réfrigérées homogènes en Amérique centrale. Donc on a effectivement toute une communauté de transitaires métropolitains, mais aussi antillais. Et effectivement, on a un attachement très fort. Et moi, je les remercie de la confiance qui renouvelle à Marfret chaque semaine. Mais c'est vrai qu'on constate quand même un phénomène de concentration et un appauvrissement du nombre de tous ces petits transitaires
qui font le volume de booking de Marfret, on a quand même observé une disparition progressive et une absorption et l'avènement de transitaires de taille moyenne, voire assez grosse. Et du coup, il y a un positionnement, parce que c'est toujours comment on fonctionne avec CM1 dans ce VSA très particulier. Il faut aussi quand même une attente de ces transitaires sur un produit un peu différent. C'est quoi? C'est de la culture, c'est du prix, Bon, alors, comme vous le savez, on dessert la Martinique, la Guadeloupe sur un système de Vessel Sharing Agreement, mais sur lequel il y a une indépendance de marque qui est complète. Marfret a sa propre agence commerciale, son container, son BL. On a une mutualisation industrielle des moyens nautiques, mais ensuite, il y a le savoir-faire des Marfretiens qui se démarquent par un niveau de proximité et un niveau de service exceptionnel, et notamment avec Martial, le chef d'agence de Marfret au Havre, et toute son équipe. Donc, effectivement, on a à cœur de jouer on va dire, un service de proximité dans un environnement chaotique, et je pense que nos clients apprécient cette disponibilité. Alors par contre, le MPV, c'est un produit 100% Marfret, c'est votre produit Départ France sur les Antilles. Parlez-nous-en un peu de quelle est sa contribution à cette économie antillaise par rapport à cette liaison spécifique. Bon, d'une manière générale, on a plusieurs services qu'on opère en stand-alone, donc les services en Méditerranée, le service inter-île, et dernièrement, effectivement, et c'est aussi la raison de notre présence sur ce salon, on fait un retour sur le break bulk et le service conventionnel, avec une offre qu'on a développée depuis 5 ans sur le Marfret Niolon, qui relie Anvers, Le Havre, Desgrades-des-Cannes et Pointe-à-Pitre, et qui permet d'offrir au marché de l'outre-mer un service additionnel pour tout le fret qui n'est pas conteneurisable, certaines typologies de dangereux, le fret roulant, les grandes longueurs, les colis en dépassement, voilà, le multipurpose. C'est un des buts de salon, c'est aussi de mettre ça en avant. Ça veut dire qu'on peut avoir des engins de chantier, on peut avoir justement des éléments de chantier, une économie, on en parlera tout à l'heure, notamment des fois qui est dans le BTP parce que c'est des structures de relance. C'est l'intérêt aussi de ce type de ligne de pouvoir fournir le transport maritime. Oui, tout à fait. Il faut aussi pointer du doigt le succès de l'activité spatiale en Guyane, qui a des besoins assez spécifiques dans certaines typologies de produits et de fret dangereux. Et dernièrement, la réfaction du pont du Larivot qui a nécessité aussi des éléments de chantier. C'est un service qui était réalisé en transbordement via les Antilles précédemment. Et donc on apporte vraiment un service direct sur la Guyane et qui connaît un certain succès. Donc c'est bien cette connexion de toutes cette sortes de produits. Il n'y a pas que ce qui remplit les supermarchés. Il ne faut pas oublier, ces économies ultramarines ont besoin d'un ensemble de services. D'ailleurs, aussi au départ d'Anvers, qui peut être couvert par la ligne et qui peut apporter une vraie valeur économique aussi, avec des coûts de transit qui sont intéressants. Alors oui, c'est ce qu'on pense. Et puis on a aussi pu observer un besoin pour les retours des déchets, tout le système de traitement de batteries qui sont parfois difficiles à accommoder sur un porte-conteneur avec des marchandises périssables. Donc le service a trouvé sa place entre le porte-container et les vraquiers et le car-carrier. Il y avait ce besoin pour le divers. Et pour Marfret, c'est un peu un retour aux origines de la compagnie, de l'époque où on faisait du tramping en Méditerranée. C'est assez intéressant d'un point de vue de transport de pouvoir voir les colis, ce que la ligne régulière de conteneurs ne nous permet plus. Cette question des déchets peut être... c'est important, ces marchés retours. C'est plutôt la contamination ou vous, puisqu'on sait que les déchets reviennent jusqu'en métropole Alors, il y a, il faut dire que les Antilles, d'un point de vue container, bénéficient d'un dispositif de desserte qui est exceptionnel, qui a été élargi dans notre partenariat avec CMA jusqu'à l'Amérique centrale et avec de nombreux ports pour agréger du fret retour et frigo. Et sur la trajectoire retour vers l'Europe, on touche aussi de nombreux ports.
Et dans le transport de déchets et certains déchets, ça nécessite des déclarations transfrontalières qui sont compliquées. Et alors que le Niolon, notre service multipurpose, quitte les DOM-TOM et va directement sur le Havre, ce qui a apporté une facilité à nos clients de ce point de vue-là. Alors pour finir, le sujet qui fâche souvent, ou la question de la vie chère, la question du passage portuaire, les armateurs, responsables, pas responsables. Quelle est la position de Marfret par rapport à ces débats-là? On pourrait dire pacifique, comme Antilles. Alors, bon, j'ai eu l'occasion de participer à une audition sénatoriale sur ce sujet, sur lequel on s'est exprimé il y a 2 mois. Donc, en 2019, l'autorité de la concurrence a établi un document qui fait référence pour nous, qui place le transport maritime au 7e rang des causes ayant des effets sur la vie chère en Outre-mer. Donc le transport maritime, fret et surcharge comprises, représente 10% du coût des produits dans les rayons. Donc, effectivement, la dépendance des Outre-mer aux produits métropolitains est très forte. Et nous, Marfret, notre credo, c'est le développement de lignes régionales et d'essayer de proposer. Nous avons notamment organisé l'année dernière un forum économique sur le Ferry Forum sur notre navire Ferrymar, pour mettre un salon B2B pour mettre en relation les Martiniquais et les Guadeloupéens pour promouvoir les échanges régionaux et essayer de réduire la dépendance à la métropole, même si le chemin à parcourir est important. C'est pour nous les clés du développement de l'emploi et de la réindustrialisation outre-mer. Les outre-mer peuvent bénéficier de taux de fret retour conteneurs extrêmement compétitifs, voire quasiment proche de zéro ou juste du coût de manutention du retour du vide, et pourraient développer des logiques export dans la zone caribéenne ou vers l'Europe. Alors pour la Polynésie, c'est quand même beaucoup plus difficile, puisque la Polynésie est loin de tout et c'est beaucoup plus difficile de développer une dynamique régionale dans ce coin-là. Ça veut dire, en dehors des problèmes techniques propres aux produits, ça veut dire que si on échange dans les bassins régionaux, notamment dans les Antilles, les acteurs maritimes seront là pour faire de la connectivité qui aujourd'hui a un coût quand même réduit et qui peut être intéressant pour ces économies de s'intégrer. Voilà, c'est exact. Et puis en plus de ça, entre la Martinique et la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth, sur un service roulant, il y a des facilités douanières, il y a une fluidité du passage portuaire qui est très forte et il y a un véritable potentiel de développement. Après, il y a des barrières normatives. C'est difficile de faire venir certains produits de Trinidad ou de République dominicaine, mais on pense que ça pourra se développer. Comme je sais que le temps tourne, dernière question. On voit que l'euro est en train de repartir à la hausse par rapport au dollar. Ça a un intérêt dans la zone Caraïbe d'avoir un bassin d'achat où on regagne du pouvoir d'achat finalement par rapport à tous ses voisins qui sont en zone dollar. Est-ce que c'est des éléments qui peuvent accentuer la connectivité et la demande de produits sur la zone? Je pense que c'est... nous, on a observé des barrières qui étaient aussi des barrières, pas seulement de devises, mais de la langue. Il y a une certaine, on va dire, routine dans le comportement de sourcing vers la métropole et des difficultés d'aller sourcer sur les pays voisins qui sont autres que celles de la devise. En tout cas, l'armateur, pour parler aussi du plus grand, sont prêts de toute façon à faire cette connectivité et à engager les choses. Alors nous Marfret, ça a toujours été notre credo. Et on a notamment connecté les Antilles maintenant au Costa Rica, à la Colombie, pour des produits de type poisson, mangue et ananas que le marché local ne permet pas de suffire pour l'économie du tourisme. Donc c'est déjà initié. Et ce contexte géopolitique actuel, que les Outre-mer soient taxés à 10%, pas, de toute façon on sait que ça a été fait au hasard sur un fiche Wikipédia, mais est-ce que vous entendez parler de ce contexte géopolitique maintenant au travers de l'Amérique latine versus l'Amérique du Nord, l'Europe? C'est des choses qui sont en écho?
Ouais, là, la menace qui pointe à l'horizon, par exemple pour la Polynésie française, c'est la taxe potentielle des navires chinois, puisque pour aller en Polynésie française, on fait escale à New York et à Savannah à l'aller. Et quand on revient, donc la desserte de la Polynésie est intégrée dans un schéma complexe qui se nourrit de fret américain à l'aller, aussi de fret reefer qui vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande vers les US au retour. Et donc au milieu de l'itinéraire, on a un problème. Le bateau de Marfret sur cet itinéraire, il a été construit en Chine. Donc on va voir comment cette situation évolue, mais c'est une menace pour nous. Et concernant ces droits de douane, on s'attend quand même à un ralentissement des flux sur cet itinéraire. Merci Guillaume, tu as le taxi dans pas longtemps. On Voilà. te permet de prendre du soleil de la côte ouest atlantique pour amener à Marseille parce que Voilà. il pleut pas mal en ce moment. Ouais, je vous prie de m'excuser, je dois vous quitter. Merci bien en tout bon cas. après-midi. François Duval, vous êtes délégué général de TLF Overseas. On vient justement de parler des transitaires, leur rôle important. Alors on sait que c'est compliqué, hein, toujours les outre-mer, les familles, les structures locales qui possèdent une partie des franchises de la grande distribution ou d'autres secteurs, les exportateurs, enfin qui ne sont pas des exportateurs, les expéditeurs français traditionnels qui peuvent être de la grande distribution ou de l'industrie, les transitaires en milieu. C'est quoi un petit peu la vision du point de vue de la commission de transport de ces territoires ultramarins dans leur grande diversité, puisque le ciel ne se couche jamais sur les supermarchés français? Merci Paul, bonjour à toutes et tous. Peut-être pour bien resituer la prise de parole et comprendre la teneur de notre message, TLF Overseas, on est le syndicat qui représentons au niveau national les commissionnaires de transport. Je ne vais pas expliquer, Paul, ce que c'est qu'un commissionnaire de transport. Et on est organisé avec des syndicats de transitaires qui sont sur les différentes places et notamment sur les places de Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Et donc, c'est à travers aussi cet écosystème local et des thématiques qui sont souvent locales aussi que l'on arrive à faire remonter les sujets au niveau hexagonal quand c'est nécessaire. S'agissant notamment, Paul, sur ta question sur les flux et notamment quel genre de typologie de biens on transporte, il faut savoir effectivement qu'un territoire insulaire, il est fortement dépendant à la fois de son port et de son aéroport, ou de 16 aéroports. Et donc, dans les différentes marchandises qui sont transportées, on a majoritairement des biens de consommation alimentaire ou bien des biens de consommation non alimentaire, notamment la santé, l'automobile, et puis une forte proportion industrielle. Et tu as cité tout à l'heure, Paul, le BTP. C'est également un fort levier pour pouvoir augmenter les différents flux. Je pense notamment à la Guyane, hein, quand on sait qu'il y a le spatial, il y a EDF, il y a les infrastructures. Sur les Antilles en particulier, les provenances, elles sont essentiellement d'Europe, avec une part également un peu d'Asie qui reste stable. On observe un développement des flux caraïbéens, notamment dans le cadre des fruits et des légumes, même s'il y a des barrières parfois réglementaires, comme le précisait auparavant Guillaume. Et puis sur l'export au niveau des Antilles, ça a déjà été cité, les déchets, effectivement, hein, c'est vraiment un flux important, le rhum et les bananes. Donc on voit qu'il y a quand même un déséquilibre entre la nécessité et le besoin d'importer des produits, et puis pour notamment les armateurs, hein, trouver un modèle qui permette également de faire le retour, mais que le retour ne soit pas à vide. Sur la Polynésie, les échanges sont principalement significatifs avec les USA et la Nouvelle-Zélande. À la question qui va peut-être m'être posée, je vais la devancer, Paul, sur est-ce qu'il y a ou pas un impact aujourd'hui avec les annonces US, notamment sur les droits de douane ou les surtaxes douanières. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de retour d'impact puisque ça a été mis en suspension, et souvent, on va pouvoir, et ça c'est loin d'être moi, mes compétences, on va pouvoir voir différents scénarios qui vont se développer. Nous, on ne fait pas de prospection, hein, on est là plutôt pour accompagner le secteur économique et s'adapter. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'informations, mais on regarde ça de très près. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de la consommation. Pourquoi ? Parce que ça vient justifier un peu les flux. Aujourd'hui, on a des volumes qui sont relativement stables, un peu en baisse, même si on peut observer, notamment dans le cadre des grands travaux de BTP,
sur du court et du moyen long terme des pics et donc notamment une augmentation des volumes. Pour citer 2 projets qui ont été significatifs, hein, la nouvelle centrale EDF au niveau de la Guyane et puis l'hôpital au niveau de la Guadeloupe l'année dernière. Le message que on veut faire passer sur la notion de flux, bon, Guillaume est parti mais il le connaît par cœur, c'est vraiment la nécessité de pérenniser les différentes lignes maritimes. Pourquoi? Parce que pour le moment on a CMA-CGM qui opère la majorité des lignes maritimes, Marfret également, qui, comme il l'a très bien expliqué, bénéficie aussi de slots partagés. Et puis un tout petit opérateur, un transporteur maritime un peu plus petit qui s'appelle Seatrade, qui est également en place. Aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que l'organisation des lignes CMA-CGM, hein, qui sont également partagées avec les autres opérateurs, elles vont être modifiées en mars, juin, juillet 2025. Et donc, on verra un passage de 4 navires à 7 navires, notamment sur la ligne sur la Guadeloupe. Et donc c'est quelque chose qui, pour nous, est assez significatif. Hein. La rumeur dit que pas forcément. La rumeur dit que pas forcément, effectivement. Pour être clair, CMA s'est équipé de grands navires très modernes qui ont peut-être de l'emploi plus économique ailleurs dans le monde, ce qui repousserait la réorganisation de la ligne Antilles. Mais c'est des rumeurs. On attendra les annonces officielles, effectivement. Et peut-être simplement pour terminer sur la Réunion, Paul, aujourd'hui, nous, on a des lignes maritimes présentes, notamment Maersk, MSC et CMA-CGM. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Nous, on n'est pas très présents sur la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie en termes de représentation. Donc, on a assez peu d'éléments. Est-ce que vous, question périphérique, mais est-ce que vous regrettez l'absence de concurrence ou finalement le marché tourne et le prix est juste et quelle est votre perception un peu de cette offre maritime puisque vous êtes client souvent des compagnies maritimes? Le plus important pour nous, c'est la pérennisation de lignes régulières. Qu'il y ait ou pas de la concurrence, à la limite, on voit bien que c'est une typologie de trajet, de trade qui est vraiment particulière. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir vraiment de la concurrence? Ça, on n'en sait rien. C'est vraiment les armateurs et les compagnies maritimes de nous le dire. Nous, ce qu'on veut, c'est de la fiabilité, de la fluidité et de la régularité. Et soyons directs, un service qui multiplie les escales françaises de proximité, c'est mieux qu'un service qui fait que Le Havre? Ça va dépendre, parce qu'il va falloir pouvoir s'assurer que les modèles économiques fonctionnent sur tous les segments. Et la modernisation, c'est des questions périphériques. Hein. Périphérique, c'est que je l'ai fait au fil de l'eau. La modernisation portuaire aux Antilles, c'est intéressant aussi au travers des hubs, mais aussi de gagner de la capacité, de la productivité. C'est essentiel. C'est essentiel aujourd'hui. Comme on l'a rappelé, hein, les ports aujourd'hui sont incontournables. Donc plus ils sont compétitifs, plus ils sont avec une qualité de service qui est au niveau, plus du coup on va avoir des flux et donc du business et pouvoir s'assurer aussi de la desserte des Outre-mer. Peut-être à titre d'information, on a des investissements dans le port de Guadeloupe, notamment. Jean-Pierre n'est pas là pour en parler, donc je peux en parler un petit peu. Avec des travaux d'extension de quai, notamment avec un allongement de 120 mètres sur une largeur de 45 mètres, un chantier qui avait été estimé à 45 millions d'euros. Ça, c'est quelque chose qu'on voit d'un très bon œil. C'est nécessaire, c'est absolument crucial pour pouvoir s'assurer du fonctionnement du port. Et puis, on a également CMA-CGM qui va investir dans des grues ou des grues à portique sur pneus électriques. Et ça, forcément, ça vient aussi fluidifier et donc s'assurer une plus grosse capacité de volume. Et donc, forcément, on voit ça d'un très bon œil, sachant que le montant total de ces investissements, c'est 60 millions d'euros. Donc, on voit qu'il y a une volonté d'investir. On voit que le marché, malgré une concurrence ou une non-concurrence, il est crucial pour la vie de ces Outre-mer. Et puis, pour rester sur la Guadeloupe, les travaux d'aménagement du port, aujourd'hui, ils sont un peu ralentis. On attend du fait d'erreurs de mesure, mais on sait que c'est en cours. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on soutient et qu'on voit d'un bon œil. Sur la Martinique, on voit aussi des extensions de terminaux avec des portiques pour accueillir les nouveaux navires de CMA s'il y a. Et puis on a quand même un chiffre qui est par rapport à l'année dernière, on observe une augmentation des volumes conteneurisés de 5%. Donc on voit ça d'un très bon œil, oui, effectivement. Je connais un peu la Réunion, il se trouve que le GPM de la Réunion a des Alzheimer, mais il y a aussi la question des espaces portuaires, des surfaces.
Les ports sont relativement petits. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut que d'autres espaces des îles soient aussi consacrés à la logistique? Il faut peut-être un peu décanter, on va dire. Alors le message, mais il n'est pas uniquement sur les Outre-mer. Après, bien entendu, les Outre-mer sont profondément concernés parce que l'île, on a un foncier qui est limité. Deux choses. D'une, il n'y a pas d'industrie, où il n'y a pas de vie, on va dire, s'il n'y a pas la possibilité d'avoir de la logistique. Donc effectivement, pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir avoir des espaces qui aujourd'hui rentrent parfois en incohérence avec certaines réglementations, notamment le principe de zéro artificialisation nette de la loi climat et résilience, où pour nous, il est important que certes, les grands ports maritimes puissent continuer à s'agrandir et à obtenir différents entrepôts ou différentes infrastructures destinées à l'acheminement de la marchandise. Et là, on insiste aussi sur ce volet-là parce qu'on voit les multi-usages des différents ports, moins concernés en Outre-mer tout de même, et puis pouvoir s'étendre, avoir une véritable stratégie effectivement sur ce volet-là. Il y a un élément que je n'ai pas remis sur le marché, parce qu'on en parle souvent, c'est un petit peu la décroissance démographique de ces îles, donc un peu de réduction de volume quand même sur la durée, la diversification des origines, le Made in China en direct et pas forcément par les intermédiaires ou par les surfaces, et d'un côté, toujours trouver des chantiers de BTP pour faire tourner le système. Bon, à un moment, on ne peut pas faire plus d'hôpital. C'est des choses que vous considérez dans cette vision de ces économies d'outre-mer? C'est quelque chose qu'on va observer. On ne va pas faire de scénario de prospection, hein. On va tenter d'adapter. Nous, le plus important, c'est que ces territoires soient bien desservis. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Guillaume, c'est quand même fortement dépendant de l'Hexagone. C'est normal, hein, c'est historique aussi. Et puis, heureusement qu'on ne laisse pas ces territoires sans rien. Mais effectivement, ça fait partie aussi des stratégies qu'on développe, hein, la notion de régionalisation. Aujourd'hui, on est en observation et il faut voir aussi la rentabilité de ces différents trades. Et pour finir, la vie chère, quelle est la contribution ou la faible contribution? Vous êtes où dans les pourcentages là qu'avait cité Guillaume de la vie chère? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette fameuse vie chère? Et est-ce que la commission de transport a des choses à faire? La commission de transport, elle va plutôt observer. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a eu une aide au pouvoir d'achat qui a été mise en place par CMA-CGM pendant 1 an et demi, notamment sur chacun des conteneurs. Les commissionnaires de transport, ils ont reversé cette aide aux différents importateurs. On constate aujourd'hui qu'il n'y a pas eu un énorme impact sur les prix. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est qu'on entend beaucoup de discussions sur l'octroi de mer. Et on sait qu'il y a eu récemment une volonté de baisser l'octroi de mer sur certains produits dits essentiels. Il faut bien avoir en tête que oui, peut-être que ça peut baisser le coût du transport ou le coût de l'acheminement de la marchandise, mais ça vient profondément impacter les différents montants, enfin les différents budgets des communes d'outre-mer, et donc ça ne leur permet pas forcément de déployer ensuite ce dont on a besoin pour faire vivre l'économie. Et pour finir, est-ce que le problème de fond restera toujours cette trop grande dépendance de la fourniture hexagonale par rapport à ces marchés-là, alors qu'on peut faire mieux sur d'autres, pas sur tout évidemment, la danette, on ne pourra pas la remplacer, mais peut-être qu'un certain nombre de produits alimentaires, de fruits, pourraient être sur des bassins régionaux plus équilibrés? On constate que ça commence un peu à germer, ces réflexions. On a entendu Guillaume qui en parlait également. Il faut avoir une vision un peu globale, mais c'est vrai que la forte dépendance de l'Hexagone aussi, elle tient au fait qu'on ne peut pas laisser des territoires dans la nécessité. Et donc ça restera à mon avis quand même dépendant de cette nécessité absolue de ne pas laisser ces territoires-là. Alors pour faire la transition, je vais vous raconter une anecdote. J'ai travaillé sur le Saint-Laurent-du-Maroni et j'ai eu le directeur de Super U à Saint-Laurent-du-Maroni et qui m'a parlé que quand les danettes arrivaient, la DLC il lui restait 3 ou 4 jours parce qu'on avait un processus super long. Alors c'est pas qu'il faut remettre en cause la question de la danette, mais c'est peut-être aussi le modèle économique que nous avons sur nos outre-mer qui se pose sur les questions. Après, il ne faut pas oublier, la production sur les États-Unis de produits agroalimentaires ne marche pas. On est en zone euro, on est en critères sanitaires européens et français. Voilà, c'est aussi des choses qu'il faut dire, parce que sinon on rentre dans du yaka faucon qui est un peu difficile. Donc il faut arriver à trouver des choses, etc., sur des bassins régionaux qui ne sont pas forcément adaptés à des îles qui sont quand même des territoires européens et français à 100% pratiquement. Merci bien. On va se tourner sur un marché très spécifique. Monsieur Mathieu Lebihan, vous êtes sur Seven Star Yacht Transport du groupe Split-Off. Je voulais applaudir la commission de transport, je vous laisse faire.
Merci bien. Alors, on est sur un marché très spécifique, mais justement, l'intérêt des zones dans le monde, c'est que chacun a son caractère. Et on est dans un des espaces, j'allais dire, récréatifs, quand même, devant ou derrière la Méditerranée, les plus importants du monde, avec évidemment un marché très spécifique qui est le transport des navires de grande ou de moyenne plaisance. Je pense qu'on doit qualifier comme ça. Alors, pouvez-vous d'abord nous présenter Seven Star et le gros split-off d'une manière assez générale? Oui, bonjour Paul, merci, bonjour à tous. Donc Seven Star Yacht Transport est une société néerlandaise spécialisée dans le transport maritime de yachts, catamarans, voiliers de plaisance, yachts et super yachts. Nous desservons plus de 120 ports dans le monde avec une expertise reconnue dans les opérations de chargement en float-on, float-off et lift-on, lift-off. Là, on a également des services de logistique portuaire. On offre aussi des services de transit pour les formalités douanières et de coordination pour des projets internationaux. Donc, Seven Star est une filiale du groupe Splitoff, qui était un armateur néerlandais fondé en 1921 à Amsterdam, spécialisé dans le transport maritime et qui opère plus de 130 navires aujourd'hui. Donc sous plusieurs marques, Splitoff avec des navires polyvalents jusqu'à 28 000 tonnes deadweight et des capacités de levage jusqu'à 2 fois 150 tonnes de capacité de levage. Big Lift qui est vraiment l'activité heavy lift qui permet de lever des charges lourdes jusqu'à 2000 tonnes en combiné et parfois des yachts et des unités flottantes qui le nécessitent. On a également deux navires très spécifiques dans la flotte qui sont les navires exploités par DYT, qui sont des navires semi-submersibles, qui sont vraiment orientés sur les yachts et les super yachts, et avec un focus sur les outre-mer, avec des escales régulières et saisonnières sur la Martinique, la Caraïbe et la Polynésie. Et puis également, depuis octobre dernier, 30 navires de l'armement Forest Wave, dont Splitoff a pris une part majoritaire, et qui sont des navires de plus petite taille, mais particulièrement adaptés pour la desserte des îles caribéennes notamment. Donc un point important est que la majorité de ces navires battent sous pavillon néerlandais, qui reflète l'engagement en termes de RSE de la compagnie et qui nous différencie par rapport aux autres opérateurs du marché du transport de yachts qui peuvent parfois avoir recours à l'affrètement de navires de pavillon de complaisance. Donc, ce qui fait de nous, je pense, des acteurs responsables en matière de transport maritime. Vous êtes un des fleurons quand même cachés de l'armement européen. Vous avez oublié. Il y a aussi Transfenica qui, qui est dans le roulier, qui est connu dans l'Atlantique européen. Qui est moins lié aux Outre-mer. Comment ça se passe le marché du transit de ces navires de plaisance? Qui, quoi, où, comment, à quelle époque? C'est quoi tout ce business qui est en plus qui escale à La Rochelle? Présentez-nous un peu ce marché très spécifique et souvent méconnu. Alors, le marché du transport de yacht, et quand on se focalise sur les Outre-mer, il y a évidemment une question qui est liée à la saisonnalité et aux différentes transhumances des bateaux d'un bassin de navigation à l'autre. On parlait de DYT, alors ils opèrent vraiment, on va dire, sur la Méditerranée, et on va dire qu'entre octobre et février, les liaisons se font depuis la Méditerranée vers la Caraïbe, la Floride. On a également une ligne tour du monde qui va aller desservir via Panama le Pacifique, Papeete, et qui va reboucler ensuite via l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour se repositionner au printemps sur la Caraïbe pour repositionner les bateaux sur la Méditerranée en particulier. Donc ça, c'était pour DYT. Concernant La Rochelle, eh bien, La Rochelle a une position stratégique par rapport à la position et à la localisation des principaux constructeurs de bateaux de plaisance en France, qui sont situés dans un hinterland situé entre Nantes et Bordeaux globalement. Donc, ce qui fait que
La Rochelle se situe très près du point de rupture. Et donc, c'était très intéressant et important pour nous de s'implanter sur La Rochelle pour Seven Star et le groupe Splitoff sur le transport de yachts, parce que ça permet de raccourcir la chaîne logistique plutôt que de devoir préacheminer des bateaux vers des ports nord-européens comme Anvers ou Rotterdam notamment. Donc, sur La Rochelle, on va charger des bateaux des chantiers. On va également les expédier donc vers Le Marin. Et puis, à partir du mois d'avril, là, on lance un nouveau service sur Pointe-à-Pitre. Mais on va également pouvoir servir d'autres destinations en combinaison de rotation, notamment vers les États-Unis en particulier. Donc ça c'est pour la livraison des bateaux neufs qui concerne plutôt on va dire les distributeurs et les sociétés de charter qui vont exploiter les bateaux dans les îles caribéennes. Et on a une activité aussi de retour de flotte à partir du printemps et jusqu'au début de la saison des cyclones, début début juin, excusez-moi. Et donc là, on va avoir différentes catégories de typologies de clients. Ça peut être des sociétés de charter qui cherchent à faire des doubles saisons et à optimiser leur flotte et repositionnent leur flotte sur la Méditerranée ou l'Atlantique. Ça peut être aussi des particuliers qui vont ne pas nécessairement avoir l'envie de retraverser dans l'autre sens. Et puis également, un peu une spécialité, en tout cas j'en ai fait la mienne, des retours de bateaux de course après des transatlantiques. Donc voilà un peu. Ça représente combien évidemment, les bateaux sont de toute taille. C'est combien de bateaux par an sur Europe Antilles? Alors, si on se focalise sur La Rochelle, on va faire transiter par La Rochelle environ 200 à 250 bateaux par an pour une vingtaine d'escales au départ de la palisse. Et sur un bateau, ça se compose comment? On a de bateaux de toute taille à côté les uns, à côté des autres. C'est une manutention spécifique, c'est tout un travail. On parle de break-bulk ici, on est exactement dans le... Ouais, c'est tout un travail de préparation très spécifique et adapté à ce type de marchandise, qui est une marchandise sensible, fragile et à forte valeur ajoutée. Donc le chargement à La Rochelle, il s'opère en majorité depuis le flot. Et la particularité de notre solution, c'est qu'elle permet de transporter les bateaux matés. Donc on prend les bateaux à flot qui ont été commissionnés, préparés juste ici sur le plateau nautique de La Rochelle par les sociétés spécialisées en la matière et tout le réseau de prestataires qui est lié au chantier. Et puis ils vont être livrés à destination, également à flot, prêts à être utilisés dans un temps très court, puisque globalement, vous avez juste à hisser les voiles et prêts à être partis pour de prochaines navigations. Il y a des méga-yachts aussi dans ce... Alors, ou c'est des bateaux qui font la transit, ou alors il y a des compagnies spécialisées pour ce type de navire? La compagnie spécialisée pour les méga-yachts, c'est DYT, réellement. Aujourd'hui, les méga-yachts et les super-yachts préfèrent la solution qu'on leur propose de transport mutualisé, notamment pour des histoires de coûts et de consommation de carburant, et puis également pour des questions d'assurance et de disponibilité de l'équipage qui profite pour faire des coupures pendant les périodes de transit et de transport. Il y a de la concurrence sur ce marché, vous êtes beaucoup, et qu'est-ce qui peut distinguer une offre de concurrents? D'autant plus qu'il y en a... On va dire que on est 4 ou 5 acteurs sur le marché, avec vraiment 3 leaders sur le marché du transport de yachts. Après, on peut trouver des plus petits acteurs ou même des commissionnaires qui vont nous confier leurs biens, enfin leurs marchandises pour le transport. Mais ça reste quand même à l'échelle du transport maritime un marché de niche et qui est une combinaison avec du base cargo que l'on va charger dans les cales du navire. Vous avez des marchandises tiers à bord? Oui. De quel type du coup? Typiquement, là, sur les S-Type, qui fait partie de 12 navires qui sont affectés au service transatlantique, on va avoir du papier depuis la Baltique jusque sur la côte est des États-Unis. Et donc, on profite de leur passage vers La Rochelle pour compléter la pontée avec ces bateaux.
Du coup, le verdissement de la flotte, comment on voit? On a les contraintes OMI, les contraintes UE. Comment vous le voyez dans un armement néerlandais qu'on sait qu'est relativement dynamique? Il faut acheter des bateaux, il faut renouveler les flottes? Alors, le renouvellement de la flotte fait partie du plan, évidemment, et ce sont des navires qui sont designés en conformité avec la nouvelle réglementation. Ce qu'on essaye de faire, et c'est tout l'enjeu de la solution massifiée qu'on propose, c'est d'optimiser les chargements pour que les navires naviguent à plein et que l'impact carbone soit divisé sur la totalité de la marchandise à bord. Et puis ma question, la question bateau de chez bateau, est-ce qu'on peut mettre des voiles sur vos... Est-ce qu'on songe à mettre des voiles, hein? Parce que... Alors, Splitoff a été un peu pionnier, je pense, en la matière, puisqu'il y a une dizaine ou une douzaine d'années, ils avaient fait des essais avec le système EconoWind là, qui est en place sur notamment le Niolon là, de Marfret. La difficulté qu'on a, c'est que comme on exploite la pontée comme à part entière du navire et qu'on transporte les voiliers matés, les interférences sont assez fortes avec les systèmes véliques. Maintenant, on développe d'autres techniques, les carburants alternatifs, le routing, l'assistance avec l'intelligence artificielle pour optimiser le routing des navires, et puis la composition des voyages. Un routing qui peut être important sur ce type de rotation Europe anti-Amérique avec une meilleure... ça peut être parti jusqu'à l'intelligence artificielle. On vous a déjà proposé je pense que c'est d'abord beaucoup d'intelligence humaine plus que d'intelligence artificielle. Après, oui, on est soumis aux aléas météo, en particulier quand on transate en période hivernale. Donc on va adapter les routings pour préserver la marchandise. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis effectivement, dès qu'on peut, on essaye de faire des boucles qui nous permettent d'éviter le transport en ballast, ou la repositionnement des flottes en ballast. Et ma dernière question culturelle, il y a de la casse sur ce type de trafic? Ça fait partie, mettre des bateaux sur un bateau qui a haute valeur ajoutée. Évidemment, il y a un risque à chaque fois sur la marchandise, mais comme on répète l'opération très souvent et qu'on a la maîtrise de nos navires et de nos équipages, et le process qu'on met en place, notamment pour le levage, le calage, etc., on a un taux d'accident qui est très faible, et ce qui fait un des points forts de notre solution. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur le peu de participants qui me reste? Eh ben, j'ai tenu mes 3 quarts d'heure. Je vous remercie bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et de cocktail tout à l'heure.